Le matin débuta comme tant d'autres au cœur de Lyon. L'horloge du bistrot de la Croix-Rousse affichait 8h15 lorsque Léa Dubois manœuvra son fauteuil roulant à travers l'entrée étroite, comme elle le faisait tous les mardis et jeudis avant ses cours à la faculté de médecine de Lyon. 17 ans, les cheveux noués en un chignon négligé, des lunettes à monture fine, glissant sur son nez tandis qu'elle équilibrait une pile de livres sur ses genoux. La table près de la fenêtre l'attendait. Madame Sylvie Durand s'assurait toujours qu'elle fût libre, un geste silencieux de tendresse que Léa feignait d'ignorer pour ne pas provoquer de gêne. « Comme d'habitude, ma fille ?» demanda Madame Sylvie Durand, tenant déjà la tasse fumante de café au lait. Léa sourit, ce sourire timide qu'elle portait depuis ses 9 ans, quand l'accident avait emporté ses parents et laissé des marques permanentes sur ses jambes. Le cahier de neuroanatomie s'ouvrit à la page marquée, et pendant quelques précieuses minutes, le monde se résuma à des synapses et des neurotransmetteurs. Le fracas survint sans avertissement. 5 adolescents firent irruption tel un ouragan, leur rire tonitruant ricochant contre les murs jaunes du bistrot. Uniforme de lycée privé, basket de marque coûtant plus cher que le loyer mensuel de nombreuses familles, cette arrogance singulière de ceux qui n'ont jamais eu besoin de demander permission pour exister. Antoine Lefebvre menait le groupe, 17 ans, les cheveux impeccablement coiffés, le genre de garçon qui hériterait d'un empire et pensait que cela faisait déjà de lui un empereur. Regardez un peu, sa voix coupa l'air comme du verre. Le bistrot a un parking prioritaire. Les autres rirent, ce rire nerveux et cruel de ceux qui ont besoin de prouver leur appartenance au groupe. Hugo Fournier, Paul Moreau, Marc Petit et Louis Martin, chacun portant le poids de noms de famille qui ouvraient des portes et clôturèrent des affaires. Léa garda les yeux sur son livre, mais ses mains tremblaient légèrement. Des années de pratique lui avaient appris que l'invisibilité était la meilleure défense. Madame Sylvie Durand s'approcha des garçons d'une voix ferme mais polie. « Bonjour, jeunes gens. Je peux vous aider ?»« Nous voulons une table. » Antoine Lefebvre désigna précisément l'endroit où se trouvait Léa, celle-là. « Elle est occupée, nous en avons d'autres. »« J'ai dit celle-là. » Le ton changea, empreint de cette autorité empruntée que les fils de puissants revêtent comme une armure. « Vous savez qui est mon père ? Patrick Beaumont, propriétaire de Beaumont Bâtiment. La moitié des immeubles de cette rue. » Le café vola en premier, involontairement renversé par Louis Martin en passant. Le liquide chaud éclaboussa le cahier de Léa, les pages qu'elle avait passé des heures à recopier se transformant en taches méconnaissables. Elle ravala sa protestation, commença à nettoyer avec des serviettes, ses mains tremblant plus fort à présent. Oups! La voix d'Antoine Lefebvre distillait une fausse sollicitude. Quelle maladresse! Mais bon, franchement, étudier dans un endroit pareil, les gens comme vous devraient connaître leur place. La phrase resta suspendue dans l'air comme un poison. Les gens comme vous. Ces mots que Léa avait entendus toute sa vie sur des tons différents, mais toujours avec le même sens. Tu n'as pas ta place, tu es moins que rien, tu es un fardeau. S'il vous plaît, partez, tenta Madame Sylvie Durand, la voix tremblante entre l'indignation et la peur. Je vais appeler la police. Louis Martin rit. Appelez. Mon oncle est commissaire. On verra qui ils croiront. 5 étudiants exemplaires ou un simple bistrot de quartier défendant. Il regarda Léa avec un mépris calculé. Ça. Le second café fut délibérément renversé. Marc Petit fit semblant de trébucher, le liquide atteignant les jambes de Léa, trempant son pantalon. Les rires éclatèrent. Des téléphones portables apparurent, les flashs crépitèrent, des voix se superposant. Poste sur Instagram. Tag la bande. Hashtag café inclusif. Léa sentit les larmes lutter pour s'échapper. Non pas à cause du café, ni de l'humiliation en elle-même, mais à cause de la cruelle familiarité de ce moment. Combien de fois devrait-elle prouver qu'elle méritait d'exister dans les espaces publics? C'est alors qu'Antoine s'inclina, se mettant à sa hauteur, une voix basse et venimeuse. « Tu sais quel est ton problème? Tu crois pouvoir être normal, étudier la médecine? Sérieusement, comment vas-tu t'occuper des patients, courir après eux avec ça ?» Il donna un léger coup de pied à la roue du fauteuil. Le geste fut petit, presque imperceptible pour ceux qui filmaient, mais Léa sentit comme si elle avait été frappée à l'estomac. Ses mains cessèrent de trembler, elles devinrent complètement immobiles. Elle prit son téléphone, compila le numéro qu'elle connaissait par cœur depuis l'âge de 9 ans, le numéro qu'elle avait juré de n'utiliser qu'en cas d'urgence réelle.
« Papa ?» La voix sortit dans un filet. « Tu peux venir ici ? 15 minutes. S'il te plaît. » De l'autre côté de la ligne, le colonel Philippe Dubois examinait des rapports quand la voix de sa fille le frappa comme une alarme de combat. Ce n'étaient pas les mots. Léa était économe en appel à l'aide. C'était le ton. Le même ton que ce jour à l'hôpital, 8 ans auparavant, quand elle s'était réveillée et avait demandé où étaient maman et papa. Le colonel Philippe Dubois ne courut pas. Des hommes comme lui n'avaient pas besoin de courir. Ils marchaient avec détermination et le monde leur ouvrait le chemin. 30 ans de service militaire, des décorations qui couvraient la moitié de sa poitrine, des yeux qui avaient vu le pire de l'humanité et avaient pourtant choisi de protéger les vulnérables. À la caserne, un seul regard suffit pour l'adjudant Laurent Petitjean. 3 hommes, véhicule, immédiatement. L'arrivée fut précédée par le silence des sirènes éteintes. Philippe connaissait la valeur de la surprise tactique. Quand sa silhouette emplit l'entrée du bistrot, uniforme impeccable contrastant avec le chaos ambiant, le rire des garçons s'éteignit comme une chandelle au vent. Il ne les regarda pas, ni même ne reconnut leur existence. Il marcha droit vers Léa, s'agenouilla, un homme d'une telle stature, d'une telle autorité, s'agenouillant en public, et avec la douceur qu'il ne réservait qu'à elle, utilisa son mouchoir militaire pour essuyer le café de ses mains. « Es-tu blessé ?» La voix basse, juste pour elle. « Non, pas physiquement, » répondit Léa, et dans les yeux de son père, elle vit la tempête se former. Le colonel Dubois se releva lentement, tel un prédateur jaugeant ses proies. Il ramassa le carnet trempé, chaque page déchirée étant mentalement cataloguée. Ce n'est qu'alors qu'il se tourna vers les 5 garçons, désormais blottis comme des chiens mouillés. Nom complet, ce n'était pas une question. Pièce d'identité, maintenant. Antoine tenta de se ressaisir. « Écoutez, monsieur, c'était un malentendu. Mon père est Patrick Beaumont de Beaumont Bâtiment, peut-être le connaissez-vous ?»« Je connais », l'interrompit le colonel Dubois, la voix d'acier. « Contrat surfacturé sur le chantier de la caserne. Détournement de matériaux, enquête en cours. » Le visage d'Antoine perdit 3 nuances de couleur. « Continuez. Étiez-vous en train de me menacer avec le nom de votre père ?»« Non, non, je voulais juste... »« Adjudant. » Le colonel Dubois n'éleva pas la voix. « Périmètre de sécurité. Récupérez tous les téléphones portables pour expertise. Madame Sylvie Durand, j'ai besoin des enregistrements de sécurité des 30 dernières minutes. »« Monsieur, oui, monsieur. » L'adjudant Laurent Petitjean entra avec 2 gendarmes, un mouvement coordonné qui transforma le bistrot en scène d'opération. « Vous ne pouvez pas faire ça, » Louis Martin protesta. « Mon oncle est commissaire. »« Commissaire Jean-Luc Girard ?» Le colonel Dubois ne scia pas, faisant l'objet d'une enquête de l'inspection générale, corruption. « Votre oncle est sur le point de perdre son poste, jeune homme. Voulez-vous continuer à invoquer des connexions ?» Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Les clients du bistrot, qui auparavant feignaient l'indifférence, enregistrèrent maintenant chaque seconde. La justice en temps réel. « À genoux !» ordonna le colonel Dubois. « Quoi ?» Paul Moreau s'étouffa. « J'ai dit « à genoux !» les 5. Maintenant. Ça vous ne pouvez pas. » Le colonel Dubois fit un pas en avant. Il n'eut pas besoin de toucher quiconque. L'autorité émanait de lui comme une force physique. « Je le peux et je le ferai. » Violence avec la circonstance aggravante de vulnérabilité et discrimination fondée sur le handicap, conformément aux articles 222.12 et 225.1 du Code pénal, ainsi qu'injure publique à caractère discriminatoire selon l'article R. 624.3. Peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison et de lourdes amendes. Vos avocats pourront vous l'expliquer plus tard. Maintenant, à genoux. Un par un, ils obéirent. Antoine fut le dernier, des larmes d'humiliation coulant sur le visage qui, quelques minutes auparavant, distillait l'arrogance. « Présentez vos excuses, » ordonna le colonel Dubois. « Regardez-la dans les yeux et excusez-vous sincèrement, ou vous sortirez d'ici menottés. » Les excuses vinrent balbutiantes, brisées, certains sanglotants. Léa les observa, non pas avec plaisir, mais avec une profonde tristesse. « J'accepte vos excuses, » dit-elle finalement, « mais cela n'efface pas ce que vous avez fait. » « Levez-vous. » Permit le colonel Dubois. « Maintenant, vous allez nettoyer. Chaque goutte de café, chaque papier mouillé, adjudant, supervisé. » Tandis que les jeunes hommes nettoyaient, sous des regards vigilants, le colonel Dubois fit les appels. Un pour chaque père.
d'une voix calme, factuelle mais dévastatrice. « Monsieur Beaumont, colonel Dubois, votre fils est au poste de gendarmerie. Violence aggravée. Oui, j'ai des vidéos. Non, monsieur, les menaces ne fonctionneront pas. Je vous suggère de venir accompagné de votre avocat et d'être prêt à discuter d'une réparation. Procès pénal, cela dépendra de votre coopération. » La viralisation commença avant même que les jeunes ne quittent le bistrot. Un colonel, père d'une jeune femme en situation de handicap, donne une leçon à des fils à papa arrogant. 5 millions de vues en 24 heures. Les commentaires se multipliaient, une vague d'indignation et de soutien balayant les réseaux sociaux. Le bureau de Patrick Beaumont fut le premier à sentir l'impact. Annulation de contrats, partenaires prenant leur distance, la mairie annonçant la révision de tous les appels d'offres. En 48 heures, l'empire qu'il avait mis 20 ans à bâtir chancelait sur du sable. Le colonel Dubois reçut les 5 pairs dans son bureau de la caserne. La table était couverte de documents, capture d'écran des publications, transcription des offenses, avis juridiques, expertise psychologique concernant les préjudices subis par Léa. « Messieurs, commença-t-il, j'ai 2 propositions. La première, un procès pénal complet, une exposition médiatique continue, une condamnation probable. Vos fils avec un casier judiciaire avant leurs 18 ans. Une pause calculée. La seconde, un accord de réparation intégrale. Combien voulez-vous ? » Patrick Beaumont cracha les mots. Le colonel Dubois sourit, ce sourire de celui qui détient toutes les cartes. « Je ne veux pas de votre argent sale. Beaumont, je veux une transformation. » L'accord fut méticuleux. 200 heures de travaux d'intérêt général obligatoires au centre de rééducation L'Envol, prise en charge intégrale de la thérapie psychologique de Léa pendant 2 ans, un cours complet de sensibilisation au capacitisme pour les 5 jeunes et leurs familles. Un don d'1 million d'euros à des institutions d'aide aux personnes en situation de handicap. Et le plus important, une vidéo de rétractation publique enregistrée au même endroit que l'agression. Ceci est de l'extorsion. Le père de Louis Martin protesta. Non, le colonel Dubois répondit calmement. L'extorsion, c'est ce que vous faites à la ville depuis des années. Ceci est la justice. Acceptez ou faites face à toutes les conséquences légales. Ils signèrent. Tous signèrent. La vidéo de rétractation fut pénible à regarder. Antoine, le même qui avait craché son venin, bégayait maintenant des excuses sincères. Mais ce fut au centre de rééducation que la véritable transformation commença. Premier jour, les 5 arrivèrent comme on accomplit une peine, traînant les pieds, les regards vides. Nathalie Mercier, la coordinatrice, les accueillit d'un sourire professionnel. « Bienvenue, vous allez travailler, pas observer. Commencez par nettoyer les sanitaires adaptés. »« Nettoyer des toilettes ?» Paul Moreau protesta. « Un problème avec le travail honnête ?» rétorqua Nathalie Mercier. « Ou préférez-vous expliquer au juge que vous n'avez pas respecté l'accord ?» Ils nettoyèrent. Et les jours suivants, ils continuèrent à nettoyer, à ranger, à assister. Mais quelque chose changea la 2e semaine, quand Antoine fut désigné pour aider en physiothérapie. Son patient était Lucas, 8 ans, atteint de paralysie cérébrale, avec un sourire qui illuminerait la pièce. « Tu es fort, » dit Lucas tandis qu'Antoine l'aidait avec ses exercices. « Quand je serai grand, je veux être fort comme toi. » Antoine sentit quelque chose se briser en lui. Ce petit garçon qui faisait face à des défis qu'il ne pouvait même pas imaginer l'admirait. Pourquoi ? Il n'était qu'un enfant gâté qui avait blessé des gens comme Lucas. Hugo Fournier découvrit une aptitude pour la technologie d'assistance, passant des heures supplémentaires à aider à configurer des ordinateurs adaptés. Paul Moreau et Marc Petit s'impliquèrent avec l'équipe de basket fauteuil. Louis Martin, plus réticent, gardait ses distances, mais accomplissait les tâches avec une efficacité silencieuse. Ce fut Chloé Rousseau qui franchit la dernière barrière d'Antoine. 23 ans, athlète paralympique, médaillée de bronze aux Jeux paralympiques, une personnalité qui n'acceptait la pitié de personne. « Arrête de me regarder comme si j'étais brisée », dit-elle pendant une pause. « Je ne. »« Si, tu le fais. Tout le monde fait ça au début. Laisse-moi t'expliquer une chose. La seule différence entre nous, c'est que j'utilise un fauteuil roulant et toi, tu utilises des chaussures. Je choisis mon fauteuil tous les jours, tu choisis tes chaussures. Quelle est la différence fondamentale ? » Antoine resta silencieux. « Aucune, » continua Chloé Rousseau. « Sauf que mon fauteuil me rend plus rapide que toi sur le terrain. Tu veux parier sur une course ?
Il perdit. Il perdit lamentablement. Et tandis qu'il reprenait son souffle, Chloé Rousseau prononça des mots qui allèrent bouleverser sa vie. « Tu as humilié cette jeune fille parce que tu as peur. Peur que si des gens comme nous sont considérés comme égaux, tu perdes ce qui te rend spécial. Mais sais-tu quel est ton problème? Tu n'as jamais été spécial. Tu n'as eu que des privilèges. Spécial, c'est elle, étudiant la médecine après avoir perdu ses parents. Spécial, c'est moi gagnant des médailles. Qu'as-tu fait de spécial à part n'être riche? » Cette nuit-là, Antoine pleura dans la voiture. Il pleura réellement, non de colère ou de frustration, mais d'une honte véritable. Il demanda à ses parents de lui prendre un rendez-vous chez un thérapeute. Il commença à lire sur le capacitisme, sur le privilège, sur l'empathie. 6 mois plus tard, la transformation était visible. Antoine changea de cursus, passant de l'administration à la psychologie, décidé à travailler avec les jeunes agresseurs. Hugo Fournier développait une application d'accessibilité. Paul Moreau et Marc Petit continuaient à faire du bénévolat au centre, même après avoir accompli leurs heures obligatoires. Léa Dubois, quant à elle, s'épanouissait. Le traumatisme initial s'était mué en une vocation. Elle lança le projet Capacité sans limite, offrant un soutien aux victimes de discrimination. Elle donnait des conférences dans les écoles, sa voix gagnant en assurance à chaque histoire partagée. La faculté de médecine de Lyon n'était plus un rêve impossible, c'était une destinée inéluctable. Le livre était venu naturellement, non pas sur le jour de l'agression, mais sur le dépassement de soi, sur la manière de transformer la douleur en un dessein. Le colonel Dubois suivait tout cela avec une fierté silencieuse, le genre de fierté qui n'a pas besoin de mots. 1 an après l'incident, l'impensable se produisit. Antoine Lefebvre apparut au bistrot de la Croix-Rousse, désormais rénové et entièrement accessible. Léa était assise à la même table, son nouveau carnet de neurologie ouvert. Il hésita sur le pas de la porte. « Puis-je vous parler ?» Elle l'observa de longs instants avant de faire un signe vers la chaise d'en face. « Je sais que les excuses n'effacent rien, » commença-t-il, sa voix si différente de celle d'1 an auparavant. « Mais je dois le dire. Vous m'avez appris quelque chose que ma famille entière n'a pas réussi à me transmettre, qu'un privilège sans but est vide, que la véritable force vient de la capacité à surmonter de vrais défis, non d'écraser les autres. « Et que ferez-vous de cette leçon ?» demanda Léa. « Je suis déjà en train de le faire. Du bénévolat permanent, un changement d'orientation d'études, une thérapie pour comprendre pourquoi j'étais si cruel. Et il y a plus. J'ai convaincu mon père de créer un fonds de bourse pour les étudiants en situation de handicap. 5 bourses complètes par an, une pour chacun de nous qui étions là ce jour-là. » Léa esquissa un sourire, modeste mais sincère. « Une seconde chance, donc. Je ne la mérite pas, mais si vous l'offrez, tout le monde mérite une chance de s'améliorer, dit-elle. Mais Antoine, c'est la dernière. Faites-en bon usage. » 2 années s'écoulèrent. Léa obtint son diplôme avec mention, son internat en neurologie pédiatrique à l'hôpital de la Croix-Rousse, HCL. Elle se spécialisa dans les enfants atteints de déficiences neurologiques, alliant médecine et militantisme. Le colonel Dubois, désormais à la retraite, fonda une entreprise de conseil en inclusion d'entreprises, apportant aux entreprises la même discipline qu'il avait utilisée dans l'armée. Le bistrot de la Croix-Rousse devint une référence en matière d'accessibilité. Madame Sylvie Durand, avec le soutien d'investisseurs touchés par l'histoire, ouvrit 3 nouvelles succursales, toutes conçues selon les principes du design universel. Elle y employait des personnes en situation de handicap, leur offrait des formations, brisant ainsi les barrières. Antoine obtint son diplôme de psychologie comme il l'avait promis. Sa thèse sur la déconstruction du capacitisme chez les jeunes agressifs citait ce jour au bistrot comme point de départ. Il travaillait désormais avec des adolescents délinquants, s'efforçant de semer en eux la graine d'empathie que Chloé Rousseau avait plantée en lui. Le dernier rendez-vous eut lieu 5 ans après l'incident, la remise de diplôme de spécialisation de Léa. L'auditorium était bondé, rempli de sa famille, de ses amis, de ses professeurs. Le colonel Philippe Dubois, au premier rang, arborait son uniforme de gala, ses médailles rutilantes. Madame Sylvie Durand tenait un bouquet de fleurs. Et, à la surprise générale, Antoine, Hugo, Paul, Marc et Louis étaient assis discrètement au fond. Lorsque Léa monta sur scène pour le discours de la major de promotion, choisie à l'unanimité par sa promotion, le silence se fit absolu.
Il y a 5 ans, commença-t-elle. Un jour ordinaire, ma vie a changé. Non pas à cause du traumatisme que j'ai subi, mais par le choix que j'ai fait ensuite. J'ai choisi de transformer la douleur en un dessein. J'ai choisi de croire que les gens peuvent changer. J'ai choisi de prêter ma voix à ceux qui n'ont pas encore trouvé la leur. Elle marqua une pause, ses yeux parcourant l'auditorium jusqu'à trouver les 5 jeunes au fond. J'ai appris que la justice n'est pas la vengeance, c'est la transformation. C'est prendre le pire moment et en faire le fondement de quelque chose de meilleur. Aujourd'hui, je suis diplômé non pas malgré mon handicap, mais avec lui, par lui, à travers lui. Parce qu'il m'a enseigné que les limitations physiques ne sont que cela, physiques. Les véritables limitations sont celles que nous plaçons dans notre cœur. L'auditorium explosa en applaudissements. Debout, le colonel Philippe Dubois ne put retenir ses larmes, celles qu'il avait retenues depuis ce jour à l'hôpital, 8 ans auparavant, lorsqu'il avait promis à sa fille que tout irait bien. Antoine et les autres partirent discrètement, non sans laisser une enveloppe à la réception. À l'intérieur, un chèque d'1 million d'euros pour le projet Capacité sans limite et une note simple pour que d'autres histoires aient des fins meilleures que leur début. Merci pour cette seconde chance. La ville avait appris. Les écoles avaient mis en place des programmes anti-harcèlement plus rigoureux. Les entreprises avaient investi dans une réelle accessibilité, non cosmétique. L'histoire se répandit comme une légende urbaine avec nom et adresse, preuve qu'un moment de courage peut changer des destins. Aujourd'hui, si vous passez par le bistrot de la Croix-Rousse un matin ordinaire, vous verrez Léa assise à la même table près de la fenêtre. Maintenant, docteur Léa Dubois, révisant les dossiers de ses jeunes patients. Madame Sylvie Durand, les cheveux plus blancs mais le sourire intact, sert le même café au lait. Et parfois, seulement parfois, un jeune psychologue nommé Antoine apparaît pour un café rapide, échange sur des cas difficiles, demande conseil. Ils ne sont pas amis. Certaines blessures laissent trop de cicatrices pour l'amitié, mais ils sont la preuve vivante que la transformation est possible. Le colonel Philippe Dubois passe de temps en temps, sans son uniforme maintenant, juste un père prenant un café avec sa fille. Ils ne parlent pas de ce jour-là, ils n'en ont pas besoin. L'essentiel est dans le présent. Elle sauvant des vies. Lui enseignant l'inclusion, tous deux prouvant chaque jour que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est choisir de faire ce qui est juste malgré elle. La plaque, apposée à l'entrée du bistrot de la Croix-Rousse par Madame Sylvie Durand, résume tout. Ici, tous sont les bienvenus. Ici, tous sont égaux. Ici, la justice et le café sont servis chauds. Et c'est la pure vérité. Chaque jour.